Bonjour Arabelle, c'est moi. Chaque semaine, j'ai un quart d'heure pour partager avec vous les secrets du monde de l'art contemporain. Le sommaire en images. Cette semaine, tout sur l'art cinétique avec Julio Leparc au Palais de Tokyo. Les Noirmont jettent l'éponge, retour sur la fin d'une grande galerie avec Jérôme et Emmanuel. Dans le blog-notes, les étonnantes sculptures de Nick Van Wert. Et dans Jamais trop d'art, la vitrine rue de Richelieu fête les 150 ans de Bernardo. Avec Julio Leparc, ne vous fiez pas aux apparences. Ce jeune homme de 84 ans vous invite à expérimenter 50 ans d'art cinétique au Palais de Tokyo. Celui qui s'est érigé contre toute forme de dictature respecte trop le public pour lui imposer une forme unique d'art. Alors traversez la lumière, suivez le mouvement, laissez-vous porter par la sensation. C'est parti pour une immersion sensorielle. Julio Leparc, nous sommes au cœur de votre rétrospective au Palais de Tokyo, 2000 mètres carrés, c'est étonnant, c'est stupéfiant. De l'art cinétique, mais qu'est-ce que c'est que l'art cinétique? En général, moi, j'ai refusé les classifications. Je préfère me considérer comme un artiste qui fait des expérimentations, qui fait des recherches, qui travaille tout en trouvant des petites choses, en cherchant de les développer et avancer comme ça. Alors votre travail, effectivement, utilise le mouvement, la lumière, l'effet optique, mais comment ça marche? J'observe les choses, les matériaux avec lesquels je travaille, et j'arrive à les donner une forme et à mettre des fois en rapport des éléments qui font les variations, qui font la succession des situations dans une même expérience. Est-ce que c'est vous qui créez les mécanismes de vos œuvres, Julio? Oui, c'est des mécanismes très simples, ils ne sont pas compliqués, c'est très élémentaire. C'est-à-dire que vous utilisez donc très peu de moyens pour un effet maximum. Finalement, vous faites de la low-tech par opposition à la high-tech. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, j'avais aucun moyen. Alors j'étais obligé d'utiliser ce que j'ai trouvé autour de moi. C'est un art ingénieux aussi, votre travail. Et oui, c'était obligé de m'adapter à... Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais rencontré certains artistes qui disaient que quand j'aurais beaucoup de moyens, je ferais des choses extraordinaires. Ils n'ont jamais rien fait. Mais par contre, j'essayais de faire avec des petits cartons, des petites choses que j'ai trouvées autour de moi et que je pouvais m'acheter. Votre pièce Continuale Lumière Cylindre, c'est une pièce qui est extrêmement impressionnante. Est-ce qu'il y a un gros mécanisme derrière cette pièce? Non, non. À l'époque, je mettais en relation lumière avec une surface et entre les deux, je fractionnais la lumière. Et ensuite, les résultats, c'était aléatoire, c'était imprévu. Et bien sûr que tout ça, il fallait ajuster, étudier, mettre au point, etc. Il n'y avait pas un plan à l'avance. Mais le résultat est magnifique. Le résultat est magnifique. Ah oui, il y a quelqu'un qui dit ça? Moi. Julio, vous vous êtes beaucoup érigé contre les dictatures d'Amérique latine. Est-ce que via l'art, vous dénoncez aussi un certain formatage intellectuel? Oui, depuis toujours, oui. Depuis toujours, parce qu'on pense que la valorisation de l'art contemporain il est monopolisée par un groupe très, très réduit de gens. C'est important, je pense, pour la création, pour les artistes, savoir qu'est-ce que les gens pensent, comme ils reçoivent les choses qui sont produites. Il y a des tas d'explications pour faire croire aux spectateurs qu'il y a des tas de choses derrière ça et à imposer une vision qui n'est pas la sienne. Parce que votre art, c'est un art d'immersion, finalement. C'est un art où vous invitez le spectateur à expérimenter les œuvres. Il y a quelque chose de très voluptueux dans votre travail. On danse un peu dans certaines œuvres, on danse avec les œuvres. Ça rappelle un peu le tango argentin de votre pays d'origine. Ce côté voluptueux, peut-être c'est ma mère qui me l'a donné et je ne me rends pas compte. Et ensuite, ça sort dans certaines des réalisations. Et au début des années 60, on a réfléchi sur la situation de l'art. Et on trouvait que les spectateurs s'étaient tout à fait laissés de côté. Il fallait pas seulement réfléchir, mais trouver à travers de ce que nous faisions quelque chose qui puisse créer un rapport plus direct avec les spectateurs. Alors, il y a aussi beaucoup d'humour dans votre travail. Dans l'exposition, il y a toute une salle d'expérimentation où le public peut toucher les œuvres, peut même boxer un peu. Est-ce que vous voulez bien m'emmener faire un tour dans votre salle d'expérimentation? Oui.
Ne croyez pas ce que vous voyez. Avec Julio Leparc, les sens sont affolés. Ne vous fiez pas à vos premières impressions et venez expérimenter toutes les œuvres de l'exposition au Palais de Tokyo. Merci beaucoup, Julio. Merci. Quoi de neuf en ligne dans l'art cette semaine? Ouvrons le bloc-notes. On pourrait croire qu'il s'agit de la dernière collection de jouets d'Andy Warhol, ou de roches rapportées d'une étrange planète par un géologue en pleine hallucination. Mais pas du tout. Il s'agit de sculptures de l'artiste américain Nick Van Wert. Fasciné par l'érosion des roches dans le désert du Nevada, le sculpteur aime produire des formes imprévisibles, à partir d'œuvres ou de matières existantes. Il est ainsi capable de couper en deux une copie de statue étrusque pour la remplir de détritus ou d'objets trouvés. Ou encore de récupérer des moulages d'œuvres classiques et de faire couler ou fondre des colles multicolores ou du plastique dessus. Pour lui, aucune matière n'est plus noble qu'une autre. Le plastique peut révéler la vraie nature du plâtre et la colle multicolore donner une nouvelle vie à un buste classique. Si vous voulez voir le travail de Nick Van Wert, envolez-vous pour New York en mai, où l'artiste présentera une œuvre dans le parc de sculpture de la foire d'art contemporain Frieze. Choc dans le monde de l'art. Le 21 mars dernier, par email, la galerie Jérôme de Noirmont annonçait la fin de son activité. Tandis que de nombreuses galeries parisiennes ouvrent des antennes à l'étranger ou agrandissent leurs espaces, Jérôme et Emmanuel de Noirmont ont décidé de prendre un virage différent, 20 ans après l'ouverture de leur première galerie. Pourquoi ce choix? Quels sont leurs projets? Que vont devenir leurs artistes? Quels ont été les temps forts de leur carrière? Eh bien, allons leur demander. Jérôme et Emmanuel de Noirmont, 20 ans de carrière jalonnée de succès, pourquoi fermez-vous? Je crois qu'on doit être la première galerie à fermer, me semble-t-il, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec des problèmes d'économie de la galerie elle-même, mais juste de vision et de choix d'orientation. On a fait depuis 2 ans une réflexion avec Emmanuel sur l'avenir de notre métier. On voyait 2 modèles de galeries se dessiner. Des galeries absolument nécessaires qui sont des jeunes galeries de structures dynamiques mais souples, et puis à son extrémité ce qu'on a appelé nous des méga galeries, galeries qui sont représentées dans plein de pays différents, et donc nous réfléchissions à cette expansion. Et malheureusement, après réflexion, on a estimé que dans le climat actuel, il n'était pas possible de le faire en France, à Paris. Vous avez quand même représenté les plus grands artistes, Keith Haring, Basquiat, Jeff Koons. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, tous ces artistes, pour ceux qui sont vivants? Qu'est-ce qu'ils vont devenir sans vous? Écoutez, j'ai été les voir les uns après les autres depuis plusieurs mois pour leur expliquer d'abord nos projets, et on veut les accompagner jusqu'au bout pour leur trouver des nouvelles galeries qui vont maintenant les représenter, et nous quittons l'étiquette de galerie. Alors les projets futurs, c'est quoi? Ce sont des projets qui vont participer à remettre l'art au milieu de la cité, c'est-à-dire amener des projets majeurs à des artistes qui ne sont pas forcément d'une rentabilité commerciale immédiate, mais qui peut être vraiment nécessaire et important pour eux. Je me bats pour sauver une œuvre qui devait être détruite de Keith Haring. Vous avez sauvegardé la sculpture de Keith Haring. On va sauvegarder. Oui, c'est un travail qui dure depuis presque 7 ans et qui va se finir avec une vente, la dernière vente que nous organisons le 17 avril à Paris, chez Sotheby's, une vente donnée par les artistes pour sauver l'œuvre d'un autre artiste. Jérôme, est-ce que vous pourriez me raconter un des moments les plus forts de ces 20 ans? Il y en a tellement. Il y en a quand même un, on a risqué la galerie justement à propos de prise de risque économique, qui était quand même Split Rocker de Jeff Koons, qui a été l'immense sculpture en fleurs monumentale qu'on a découvert là dans l'orangerie au château de Versailles il y a 2 ans, mais qu'on a donc produit. Pour être montré dans l'exposition de la beauté in fabula au Palais des Papes en Avignon en 2000. On a eu la chance, en fait, avant le vernissage, de rencontrer François Pinault, qui aura un coup de cœur
magnifique pour cette sculpture et qui annonce qu'il l'a achetée notamment pour la garder en France. Donc pour nous, c'était un objet de fierté parce qu'on l'avait fait fabriquer en France. Shirin Nesrat, me montrant son premier film où j'étais tellement ému, j'en tremblais, me parle d'un projet qu'elle avait mais qui était un rêve. Moi, instinctivement, je lui dis, mais Shirin, tu l'as, voilà ton financement. Et elle me dit, mais non, je ne l'ai pas, je te promets, je ne l'ai pas. Je dis, mais si, tu l'as, maintenant tu l'as, allez, vas-y, fonce. Je me souviens de la premier vernissage de Pierre et Gilles ici pour l'Expo en 98, où tout d'un coup, tous les milieux de la nuit autour de Pierre et Gilles ont débarqué, avec une parade de drag queen qui a défilé avenue Matignon, pour qu'ensuite on ait plein de visiteurs avec les cheveux verts, les cheveux rouges, et tout le monde disait « Ah, ça c'est chez les Noirmont !» Et tous ces collectionneurs qui vous ont suivi depuis 20 ans, qu'est-ce qu'ils vont devenir sans vous? Mais ils vont continuer à acheter, j'espère. Les artistes, d'abord, ils continuent à être des grands artistes. Et d'autre part, j'espère qu'ils ont acheté ces artistes pour leur œuvre et non pas parce qu'ils étaient chez Noirmont. Alors on a hâte de connaître la suite de vos projets. Merci beaucoup et à très bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Parce qu'on n'a jamais trop d'art et qu'il n'est jamais trop tard, voici ce qu'il faut voir. Croiser des regards d'artistes pour réenchanter les objets quotidiens ou les grandes marques. C'est l'ambition de la vitrine rue de Richelieu à Paris. Pour les 150 ans de Bernardaud, la porcelaine de Limoges est réinterprétée par des artistes contemporains. Que vous soyez fan de la porcelaine ou simplement amateur, vous avez jusqu'au 17 mai pour découvrir les assiettes imaginées, entre autres, par Jeff Koons, Jean-Michel Alberola, David Lynch, Nabil Nahas ou encore Sophie Calle. Bernardaud est bien plus qu'une marque, c'est une maison, c'est-à-dire la rencontre unique entre l'excellence d'un savoir-faire, la richesse d'une histoire, la réussite d'un développement commercial et cette aura supplémentaire que lui apportent au fil des époques les artistes. La porcelaine, elle aussi, est bien plus qu'une matière composée de kaolin, de quartz et de feldspath. Elle est faite de l'étoffe des rêves de tous les artistes et les artisans qui l'ont sublimée. Arabelle, c'est fini, mais comme je ne vous ai pas encore tout dit, je vous retrouve la semaine prochaine pour continuer à explorer le monde de l'art contemporain. La-di-da-di-dee, la-di-da-di-da.